Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. Et ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, nous allons essayer de revenir sur l'actualité brûlante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Et cette actualité est dominée par la publication du rapport final quand même de l'audit externe sous la conduite de l'OIF en rapport avec le fichier électoral ici en RDC. On parlera également de cette controverse maintenant qui fait son bonhomme de chemin autour d'une probable candidature de Joseph Kabila pour un 3e mandat. Il serait également question de parler de ce plan, de ces propos d'Emmanuel Macron en rapport avec la crise ici en République démocratique du Congo, où il affirme qu'il va appuyer toute initiative venue du Rwanda et de l'Angola. Et enfin, si on a le temps, on parlera de la candidature, toujours avec Macron, de son soutien à la candidature du Rwanda au poste de secrétariat général de l'OIF. Pour parler de toutes ces questions, merci de retrouver avec moi Dieudonné Mounzé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Cadre du PPRD, communicateur de la majorité présidentielle, cadre du PPRD, vous... Oui, membre du Conseil national du PPRD. Ah voilà, vous avez quand même été promu avec l'équipe. Non, je l'ai toujours été, Donc, dans ce nouveau gouvernement de Shadari, vous n'y êtes pas, on vous non, a dans pas... l'exécutif, je n'y suis pas, mais je suis dans le Conseil national depuis plusieurs années. De toutes les façons, vous êtes militant, hein, c'est par conviction que vous êtes dans le parti, vous n'aspirez pas à autre chose. Tant la politique, il faut la faire par conviction aussi. Il faut avoir cette passion de faire la politique et être convaincu de ce qu'on fait en politique. Lorsqu'on le fait pour des raisons de fois qui ne sont pas beaucoup plus objectives, généralement on se perd et généralement on baisse les bras avant l'objectif. Vous n'êtes pas dans cette sorte de course vers le poste, positionnement. Vous n'êtes pas de ceux-là qui, après 10 ans ou 20 ans, presque 20 ans du pouvoir de Kabila, qui regrettent, qui disent que maintenant on n'a rien obtenu au final. Vous ne regrettez rien? Non, je ne pense pas regretter. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait la politique par passion et par conviction. Les postes, mais on s'attend également à être récompensé, oui, et en politique, c'est par des postes. Je sais que ça peut venir, mais ce n'est pas ça l'objectif. Nous pensons que dans ce que nous faisons en politique, nous voulons défendre la cause qui est la noble d'ailleurs, et nous croyons que s'il y a des postes, ça doit être comme une conséquence de tout ce que nous faisons, mais ça ne peut pas être un objectif. Quand on n'a pas réussi à atteindre les objectifs, on devient un peu philosophe. On devient un peu philosophe quand on est frustré aussi, histoire de... Il faut dire que ça frustre quand même. Non, je crois qu'on ne peut pas philosopher pour ça. On donne une raison tout à fait justifiée de dire que la politique, nous la faisons puisque nous pensons qu'il faut la faire. Et nous ne pouvons pas nécessairement la faire pour les postes. Et comme je vous ai dit, si ça vient, tant mieux. Mais nous ne sommes pas toujours commandeurs des postes. Nous sommes de ceux-là qui pensent qu'on peut aider le régime en place autrement sans nécessairement être aux affaires. Mais si on vous appelait à occuper des postes, non, vous n'allez pas refuser. Nous sommes disposés à aider la République à servir le peuple congolais à tout moment que l'on fera appel à nous. Et je crois que notre hiérarchie le sait. On parle un peu du PPRD avec cette nouvelle équipe. Comment vous trouvez l'équipe Shadari? Oui, une équipe qui a été redynamisée, une structure qui pratiquement a été appelée pour des objectifs précis. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte que depuis quelques mois qu'ils sont là, ça bouge. C'est dans tous les sens, n'importe comment aussi deux fois. C'est un SP avec beaucoup de collaborateurs à côté de lui, il y en a à peu près 6, mais qui sont au four et au moulin, qui ne dorment pas. Au moment où nous parlons, je crois qu'ils ont décidé d'abandonner leur lit de Kinshasa et leur salon de Kinshasa. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont été dans l'ex-Équateur. Vous avez appris il y a quelques jours, je crois depuis hier, qu'ils sont dans l'ex-Katanga. Donc, c'est une équipe qui travaille au four et au moulin. Au four et au moulin, parce qu'ils ont... qu'il faut redynamiser. Il faut redynamiser le parti. Nous sommes à quelques mois de grands enjeux politiques, c'est-à-dire avant les élections. Il est important que chaque parti politique travaille dans ce sens-là. Mais curieusement, il y a ceux qui pensent faire autrement, alors que nous sommes dans la droite ligne de pouvoir préparer... Mais peut-être ceux qui se donnent l'apparence de se taire pour l'instant se disent qu'en face, qu'ils n'ont pas de bilan. Hein, ils n'ont pas de bilan, on peut commencer. Déjà, soit ils ont un bilan qui est désastreux, c'est ça aussi.
Non, ne parlez pas de nous qui sommes actuellement au pouvoir avec la majorité présidentielle. Mais je crois que nous avons un langage clair. Le moment viendra où nous allons établir un bilan avec un langage tout à fait sans ambiguïté. Pareil pour le programme qui Oui, tarde à venir. Pareil pour le programme, pareil pour les candidatures à tous les niveaux. Mais le comportement que vous observez dans l'autre camp de l'opposition, c'est un comportement contraire. C'est vrai que tout le monde veut accéder au pouvoir, mais il y a des mécanismes légaux pour accéder au pouvoir. Mais ces mécanismes, malheureusement, aujourd'hui, qui sont reconnus dans toute démocratie, comme les élections, ne sont pas les mécanismes visés par les opposants. Mais les élections qui auraient dû déjà avoir lieu, l'opposition Oui, n'a fait que mieux demander vaut tard les que élections. Jamais, madame, mieux vaut tard que jamais, mais mieux vaut tard que jamais. Nous avons toujours regretté le retard dans l'organisation de ces élections, mais ça ne peut pas empêcher aux acteurs politiques de se préparer. Les principes doivent être respectés. Oui, les peu principes importe sont leur... respectés. Nous faisons un effort pour que les règles du jeu soient respectées, soient clarifiées. Mais malheureusement, il y a toujours des gens qui torpillent à l'extérieur du processus comme à l'intérieur pour que l'on ne puisse pas respecter le calendrier tel qu'il est prévu. Ça tombe bien, vous parlez, vous affirmez haut et fort le fait que le principe, les règles du jeu doivent être respectées. Mais là, on ne vous prête plus les intentions parce qu'il y a maintenant des affirmations, c'est de plus en plus confirmé que vous vous bataillez pour que Kabila ait un troisième mandat. Ça, c'est vraiment être hors jeu. Non, il y a ceci d'abord, madame. Je crois qu'il faut clarifier les choses. Nous sommes en train de nous battre pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Avec Kabila en tête, c'est ça. Je vais y arriver. Nous sommes en train de nous battre pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Et c'est ça la règle démocratique. Ceux qui ne sont pas avec nous, c'est-à-dire qui sont dans l'opposition, sont en train, j'espère, de travailler aussi dans le sens de conquérir le même pouvoir. C'est-à-dire, lorsqu'ils l'auront conquis, nous ne serons plus aux affaires, nous serons à l'écart, nous ferons aussi l'opposition. Ça, c'est dans une certaine alternative. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, l'autorité morale de la majorité présidentielle, c'est Joseph Kabila. Nous ne l'avons jamais changé. Et c'est celui-là que nous avons jusqu'à ce jour. Donc, lorsque nous nous battons pour conserver le pouvoir, nous nous battons pour conserver le pouvoir avec Joseph Kabila. Comme candidat. Bon, je crois que Joseph Kabila l'a toujours dit à plusieurs reprises. C'est un débat d'ailleurs, depuis un temps, un débat que l'on apprend un peu partout, on l'entend un peu dans tous les salons IP de Kinshasa, c'est tout. C'est que Joseph Kabila l'a toujours dit. Il sera respectueux de la Constitution du début jusqu'à la fin. Mais de quelle Constitution qui est interprétée par la Cour? Mais on parle de la Constitution qui est interprétée par cette Cour constitutionnelle acquise à la cause de Kabila. C'est ça le problème. Comment vous pouvez dire ça? Mais non, mais on a ça avec ce changement. On l'a vu lors de l'interprétation de l'article 70 jusqu'à l'installation. On a vu ce qu'il... Maintenant, vous parlez de cette Constitution qui déjà donne, qui fait l'objet de plusieurs interprétations dans les salons. Parlons des choses clairement. C'est ça la crainte. Parlons des choses clairement. Nous sommes en 2016. Lorsque un groupe de parlementaires demande l'interprétation d'un article, il s'agissait de l'article 70 de la Constitution. La Constitution a accédé à cette demande en rendant un arrêt que nous connaissons bien, l'arrêt numéro 262 du 11 mai 2016. Et la Cour n'a pas inventé la roue. La Cour a simplement confirmé ce que nous nous disions tous les jours et ce qui est inscrit dans la Constitution. C'est-à-dire, le président actuel reste en fonction jusqu'à l'installation effective d'un nouveau président qui sera élu. Je crois que la Cour n'a pas inventé la roue. Mais lorsque vous parlez de l'interprétation aujourd'hui de la Constitution, non, il n'y a pas encore d'interprétation jusque-là. Nous avons l'unique... À moins que vous puissiez me dire que nous n'avons pas. Non, mais quand on voit ce débat autour de la possibilité de la probabilité... Je vais revenir sur ce débat. Justement. Donnez-moi un peu de temps, je vais revenir sur ce débat. Mais je voudrais préciser que nous avons un texte constitutionnel aujourd'hui. C'est cette Constitution qui nous régit jusqu'à ce jour et c'est cette Constitution que nous devons tenir à respecter à tout prix. Et lorsque nous nous rendons compte qu'il y a une disposition qui souffre d'interprétation dans les clans politiques de certains acteurs, il est recommandé, c'est la Constitution elle-même qui le dit, il est recommandé de recourir au juge constitutionnel. C'est au juge de la Cour constitutionnelle qui doit interpréter la compréhension exacte de l'article concerné dans la Constitution. Nous ne sommes pas encore à ce débat. Mais aujourd'hui, le débat soulevé, c'est lequel? C'est la possibilité d'un troisième mandat de Joseph Kabila. Je voudrais vous dire, madame, et je le raffirme à l'endroit de tous vos téléspectateurs et de l'opinion, que Joseph Kabila l'a toujours dit, je me répète,
je respecterai la Constitution du début jusqu'à la fin. Donc il est Constitution? resté respectueux de la Constitution en tant que garant Quelle de la Constitution? Je La venais même de vous dire. Constitution que nous avons aujourd'hui. Avec quelle interprétation? Parce qu'on sait que vous allez encore recourir à la Cour C'est là constitutionnelle. que je voudrais revenir, que tout ça, sont des supputations et des appuis. Avant, on pouvait accepter des supputations, mais maintenant là, avec... des supputations et des a priori. On est à peu près sûr qu'il veut ça. Vous n'êtes pas sûr, mais... Les quelques jours passés à Kingakati, c'était vraiment pour ça, pour trouver des voies et moyens. Mais oui, justement, on croyait que c'était pour trouver un dauphin. Non, c'était pour confirmer Kabila. Nulle part on a parlé de la révision constitutionnelle, ni de l'interprétation d'un article. Nulle part. Nous avons parlé de nos regroupements politiques. Mais pourquoi vous ne demandez pas pour aller affronter les élections? Pourquoi vous, de la majorité, ne demandez pas, s'il vous plaît, pourquoi vous ne demandez pas à ceux qui veulent créer la confusion autour de cette bonne foi, bonne volonté de Kabila, de ne pas briguer un troisième mandat, de se taire au lieu de se prêter à certains exercices? Vous nous demandez de faire le dictat. Et à ce moment-là, la démocratie... Faire taire des tergiversations. Non, non, ça c'est un dictat. Les droits de tout un citoyen sont garantis, les droits et libertés. Ils sont garantis. Surtout quand ça concourt à votre... Non, chaque Congolais... À vous qui aimez... vous qui êtes au pouvoir. Vous avez déjà entendu beaucoup d'interprétations aujourd'hui. Lorsque les gens vous disent il nous faut une transition sans Joseph Kabila, ils tirent ça d'où? Et vous avez déjà demandé à ces gens de se taire. Puisque ça, c'est même anticonstitutionnel. C'est même contraire à l'accord politique de la Saint-Sylvestre. Vous n'avez jamais demandé aux gens de se taire. Ils le disent tous les jours. Même dernièrement, ils ont répété. Mais pourquoi vous demandez à ceux qui sont dans la majorité et même aux membres de la société civile qui pensent que Kabila peut se représenter pour la troisième fois et vous pensez qu'on doit leur dire... Vous savez, ça nous stresse quand même. Non, s'il vous plaît, madame. Ça nous stresse rien que de penser qu'il y a... Ça stresse beaucoup là, c'est quand la même. haine. Là, c'est la haine. Ça stresse beaucoup il faut que les gens quand nous même. disent exactement. Non, non, ça ne peut pas vous stresser. Je crois qu'il faut que les gens disent clairement. Peut-être pas moi, mais non, ça va. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Quand les gens s'attendent à une passation paisible, civilisée du pouvoir, on ramène ce débat-là, on se dit... Nous nous attendions à cette passation depuis 2011. Même en 2011, Kabila pouvait échouer. Il pouvait y avoir passation de pouvoir. Mais pourquoi vous pensez que Kabila n'avait que droit aux deux mandats et il n'a pas droit à autre chose? Mais si, il a droit aux deux mandats, mais pas au troisième quand même. Non, ça dépend des circonstances dans lesquelles il a eu les deux mandats. C'est ce que j'ai dit. Et là, nous donc ça dépendra également des circonstances qu'il aura par rapport au troisième mandat. À l'article 71 de la Constitution, nous nous référons également à l'article 220 de la Constitution. Nous connaissons comment Joseph Kabila a eu son mandat en 2006 et nous connaissons comment il a eu un autre mandat en 2011. Madame, on ignore comment il aura le mandat en 2018. Il ne faut pas supputer, puisque ça peut arriver que la majorité ne puisse pas gagner. Parce que vous ne nous rassurez pas, on devait déjà être sûr. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on n'est pas sûr. Nous avons des cas de jurisprudence, madame. Vous êtes au Sénégal. En 2000, Abdoulaye Wade est élu président de la République. Il est élu pour un mandat de 5 ans, ce qui était prévu dans sa constitution ou dans la constitution du pays. Il arrive en 2005. Il est réélu pour un autre mandat qu'il avait déjà modifié entre 2000 et 2005, qui n'est plus de 5 ans, qui devient de 7 ans. Et on est en 2007, cette fois-là, et non en 2005, pour qu'il renouvelle son mandat. Il a déjà fait 2 mandats constitutionnel de 2000 à 2005, le premier, de 2005 à 2005 et de 2005 à 2012. Mais lorsque nous sommes en 2012, Abdoulaye Wade dit que son mandat de 2002, qu'il a conduit jusqu'en 2005, n'est pas le même que celui de 2005 jusqu'à celui de 2012, au motif que les durées de 2 mandats sont différentes. Il est allé vers la Cour constitutionnelle, malgré tout ce qu'il y a eu comme tiraillement avec la classe de l'opposition. Mais la Cour constitutionnelle sénégalaise lui a donné droit de pouvoir se présenter. Et il s'est présenté pour la troisième fois, même si, in fine, il a échoué au second tour face à Macky Sall. Nous avons également le cas du Burundi, où vous connaissez le Burundi, comment ils sont sortis de la guerre en 2005. Ils ont eu un premier mandat avec Pierre Nkurunziza, de 5 ans. Mais lorsqu'il a renouvelé le mandat, il ne l'a plus renouvelé dans les mêmes conditions juridiques. C'est-à-dire le premier mandat était au suffrage universel indirect avec les représentants du peuple. Mais le deuxième mandat en 2010, il va le renouveler avec un suffrage universel
direct, c'est-à-dire auprès de la population. Il a les 2 mandats jusqu'en 2015. Lorsqu'on dit qu'il a déjà accompli ces 2 mandats, il dit, ok, vous le dites, mais nous devons recourir à la Cour constitutionnelle burundaise. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle burundaise dit? Elle dit, vous avez le droit de briguer un 3e mandat, puisque le premier que vous avez eu, sous une forme juridique qui n'est pas la même que celui de 2010, vous donne le droit d'avoir un 2e, puisque avant c'était le suffrage universel direct, maintenant vous avez eu, indirect plutôt, maintenant vous avez eu un suffrage universel direct, vous devez continuer pour avoir un 2e mandat. Si aujourd'hui vous avez des réflexions dans la majorité, des gens qui pensent que Joseph Kabila peut encore briguer un 3e mandat, puisque le premier de 2006 était à la majorité simple, à 2 tours, à la majorité absolue à 2 tours, et qu'en 2011, il a eu un mandat à la majorité absolue, relative plutôt, ou simple, à un seul tour, il a la possibilité d'être là encore en 2018. Mais c'est leur droit de raisonner, c'est leur droit de réfléchir. Je voulais vous laisser vraiment terminer pour si nous ne nous entendons pas, la Cour constitutionnelle peut voir. Là, je crois que les téléspectateurs ont vraiment compris d'où est-ce que vous tirez vos exemples, vos références, et pour quelle finalité. Donc là, vous êtes en train de nous dire, à l'état actuel, je dis, donc là, on est tous d'accord qu'à cet instant, on ne peut même pas écarter la possibilité pour Kabila de se présenter pour un 3e mandat. Non, c'est une lecture d'une frange. On ne peut pas l'écarter. Non, j'ai dit ceci, c'est une lecture de quelques Congolais qui pensent que Kabila peut encore se représenter. Justement, c'est que je suis en train de dire, en d'autres termes, et la majorité en d'autres termes, à quelques mois du 23 décembre, on ne peut pas écarter cette possibilité de Joseph Kabila de briguer. Si le juge constitutionnel va dans le sens... Vous parlez de la même cour constitutionnelle où il y a le maître Koulou, où il y a tous les kabilistes, ou vous parlez d'une autre cour? Mais il y a aussi des moboutistes dans cette cour. Qui sont minoritaires? Non, mais en plus, vous travaillez avec tous les moboutistes. Vous travaillez avec presque... Vous travaillez avec presque tous les... puisque c'est cela qu'on non, mais vous travaillez presque avec tous les moboutistes. Tous les moboutistes sont devenus des kabilistes. Ah, mais nous pensons que ce sont les kabilistes qui sont devenus moboutistes. Vous parlez de la même cour constitutionnelle là où vous êtes majoritaire et qui peut faire tout passer. Non, nous ne sommes pas majoritaires. La Cour constitutionnelle a été constituée sur base d'une loi qui régit cette cour. Où il y a François Bokona maintenant. Oui, mais il vient du Parlement. Où il y a, je signale que François Bokona est de la majorité, mettre un coup de la majorité. Je peux comme ça mais vous mettre à Non, vous ne citerez pas d'autres. Non, mais je peux mettre à citer. Donc là, vous êtes en train de vous dire qu'on doit faire confiance à cette cour-là acquise à la Cour de la majorité. Mais la Cour a 9 juges et vous n'avez cité que 2. Non, mais je pouvais continuer. Non, mais vous n'avez pas l'exception, je pourrais mettre en guillemets. Non, c'est moi qui donne les temps au genre. Donc c'est juste pour vous dire, vous nous demandez de faire confiance à cette cour-là. Non, faites confiance à cette cour, c'est notre cour à nous, en tant que Congolais. À la majorité, oui. Non, à nous en tant que Congolais. Je termine bien ma phrase. C'est notre cour des Congolais. Nous devons faire confiance à toutes nos institutions, y compris la Cour constitutionnelle. Oui, il y a toute la garde rapprochée de il y a tout le monde, il y a tout le monde, les moboutistes, les kabilistes, la société civile, les gens de la magistrature, ils sont là-dedans. Et c'est la loi qui le dit. Donc, ce qu'on peut retenir par rapport à cette partie est que, mesdames, messieurs, il ne faut plus écarter la possibilité de voir Joseph Kabila se présenter pour un 3e mandat. Non, madame, je vais dire quelque chose. Et on va passer à autre chose. Non, c'est moi qui décide qu'on passe à autre chose ou pas. Merci, madame. Mais donnez-moi quelque temps. J'ai dit ceci, madame. J'ai dit que le mandat que Joseph Kabila a eu en 2006, qui était au suffrage universel avec une majorité absolue, suffrage universel direct, avec une majorité absolue à 2 tours, il a eu d'abord 44%, puis finalement 58% pour passer comme président en 2006. Nous pensons à la majorité, une frange de membres de la majorité et même de la société civile. Ce n'est pas une politique de la majorité présidentielle, ce n'est pas une politique de Joseph Kabila. Ce sont les Congolais qui appartiennent à cette famille qui ça ne sort pas non plus de nulle part. Avec ce qu'on entend ces derniers temps, on voit que ça a quand même été commandité. C'est leur réflexion. Ils pensent que ce mandat-là de la majorité absolue à 2 tours, comparé au mandat de 2011 à la majorité simple à un seul tour avec 48% comme président de la République n'est pas le même puisque la forme juridique a changé et la computation de mandat a été interrompue.
Nous avons commencé un autre mandat en 2011 et si on change la constitution, nous risquons de changer encore un autre mandat. Mais comme la constitution est la même, nous devons respecter la même computation de 2011. Est-ce qu'il y a dans la majorité, moi j'aimerais bien entendre, c'est les réflexions. C'est vrai, là, si le juge constitutionnel pense qu'ils ont raison, Joseph Kabila sera président. Actuel sera candidat. Bon, déjà candidat. Sinon, bon, je vois qu'il y a des révélations qui oui, j'ai l'aspiration que s'il est candidat, il faut qu'il soit président. Ok. Est-ce qu'au niveau de la majorité, il y a de ceux qui pensent que Kabila doit tout bonnement céder sa place? Il n'y a pas de voix comme ça qui se lèvent pour demander à ce qu'il parte et qu'il laisse un autre candidat. Mais pourquoi nous devons penser comme ça, puisque jusqu'à preuve de contraire, c'est lui notre autorité morale. Et donc, dans toute cette majorité-là, il n'y a pas de quelqu'un, il n'y a pas de personne assez ambitieuse pour briguer la candidature. Nous sommes entendus tous. C'est ce que j'ai dit. C'est Kabila ou rien, en fait. Non, il y a ceci, madame. C'est Kabila ou rien. Non, il y a ceci. Dans une famille politique, comme dans toute autre famille, même à la maison, on doit être discipliné. Nous nous sommes dit, quiconque peut avoir ses ambitions. Même moi qui vous parle, je peux avoir mes ambitions. Mais nous taisons nos ambitions face à la discipline de la famille politique. Et vous dites que c'est Kabila ou rien? Non, mais dans la famille politique, nous nous entendons, nous disons jusque-là dans la famille que nous allons présenter un candidat. Nous n'avons pas encore dit Kabila. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Mais il y a des personnes qui pensent que le grand porteur de ce programme de la majorité présidentielle, celui qui incarne encore l'espoir des Congolais pour réaliser les rêves de tous ces Congolais, de toutes ces Congolais, c'est encore Joseph Kabila. C'est leur droit, c'est ça la démocratie. On leur concède ce droit-là, c'est leur droit de penser que Kabila peut encore briser. C'est comme si, on réduit un pays à ça. Non, on ne réduit pas un pays à ça. Nous avons beaucoup d'ambition dans la on réduit un pays, les réflexions ne tournent pas. Nous allons présenter on aurait bien aimé quand même voir la majorité parler de comment mettre fin à la famine dans le Kasaï, comment faire en sorte de réduire mais il y a autant d'énergie, autant de réflexion, juste pour que quelqu'un se maintienne au pouvoir. C'est puisque vous m'avez posé la question. Non, mais c'est plus que vous ne parlez que de ça quand même au niveau de la majorité. Moi, je ne parle que de ce que vous me posez. Non, mais nous sommes avec vous, nous circulons avec vous. Vous ne parlez nulle part. On a vu quelqu'un de la majorité. Non, je parle de la majorité parce que vous représentez la majorité. On n'a pas vu quelqu'un parler, par exemple, de la famille. Mais il y a des réflexions. Peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion. Vous avez côtoyé quel genre de gens. Mais en dehors de tout ça, madame, on doit se dire la vérité. Est-ce que même à l'opposition, on parle aussi de la famille Okasaï? Ils sont pas au pouvoir, ils sont pas responsables de ça. Non, mais qui sont responsables? Alors des charges, ils sont pas là, ils n'ont pas la gestion du pouvoir. Nous sommes pas responsables. Donc vous nous devez des comptes, dont vous devez parler. Comment mettre fin à la famine? Comment arranger les. Nous réfléchissons à ça. Mais non. Mais de temps en temps, nous sommes distraits par l'opposition. Non, distraits par le fait, par votre façon de vouloir à tout prix maintenir une seule personne. Non, je vous dis ceci, madame. Je vous ai donné par principe, lorsqu'on est opérateur politique, on est acteur politique. Dans la majorité, on veut conserver le pouvoir par des voies démocratiques. Et dans l'opposition, ils veulent conquérir le pouvoir. C'est un jeu démocratique en dehors de tout ce que nous pouvons faire. Vous voyez ce qui se fait à la majorité, à l'opposition? Ils pensent à quoi? Ils ne pensent même pas à tout ça. Pour eux, c'est prendre le pouvoir. Mais curieusement, ils proposent même des manières et des voies qui ne sont pas démocratiques. C'est leur droit de vouloir conquérir le pouvoir. Rappelez-vous que lorsque l'on a parlé des statuts de l'UDPS et l'on a voulu traduire le fait du président, paix à son âme, en justice, c'était par le fait que l'UDPS ne prévoyait pas de conquérir le pouvoir. Donc, il est prévu que tous les partis politiques de l'opposition doivent travailler dans le sens de conquérir le pouvoir. Et lorsque vous parlez de la conquête du pouvoir, vous êtes avec eux, vous les trouverez, ils parleront bien de ça. Et s'il faut conserver le pouvoir, nous à la majorité aussi, nous parlons de ça tous les jours. Si on n'est pas sûr que Kabila va briguer ou non un troisième mandat, on est presque sûr qu'on aura les élections le 23 décembre quand même. Oui, mais jusque-là, s'il vous plaît, madame, nous travaillons dans le sens d'avoir des élections le 23 décembre. Je dis presque parce qu'avec notre pays, on ne sait pas. Non, pourquoi vous dites on est dans les suppositions, non, s'il y a des faits de prince, il faut toujours mettre de si, parce qu'on a tendance à ne rien respecter, même les règles établies par nous-mêmes, les dates données par nous-mêmes. Voilà pourquoi, quand on pose des questions maintenant, c'est si, il faut mettre presque, parce que on est assez mal à l'aise, parce qu'on ne sait pas si on va respecter. Non, nous disons ceci, madame, que nous travaillons en fonction du calendrier électoral qui a été publié par la CENI.
C'est-à-dire les élections doivent s'organiser avec les 3 scrutins le 23 décembre. Et nous travaillons en fonction de ça. Ceux qui ne travaillent pas en fonction de ça, ils font une erreur. Et nous disons que s'il y a un cas de force majeure, s'il y a par exemple un fait de prince, ça peut arriver que l'on ne puisse pas avoir des élections. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Vous comprenez que le pays est dirigé par de si. Non, ça, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. S'il vous plaît. Il n'y a rien de calé. On est dans de leurs élections, madame. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà reporté leurs élections pour une raison ou pour une autre. La République centrafricaine l'a fait dernièrement. Non, elle l'a déjà fait 2 fois. Oui, voilà. 3, 4 fois. C'est ce que j'ai dit. Ça peut arriver lorsqu'il y a des faits de prince ou des cas de force majeure. Et Dieu seul sait que ça n'en manque pas ici, hein, avec l'insécurité dans la partie Est. C'est une contrainte sur laquelle le gouvernement travaille. Des contraintes qui ne manquent pas. Ça fait 20 ans que nous vivons avec ces contraintes-là. Oui, mais nous vivons avec ça, c'est une réalité de notre pays. Comment vous allez dire le contraire? Nous avons des contraintes sécuritaires. Et je me suis toujours dit que si la Palestine ou l'Israël vivait avec de telles contraintes, on n'organiserait jamais les élections d'Israël parce qu'ils sont dans des états d'urgence, justement. Non, j'ai dit comparaison n'est pas raison, mais c'est souvent ça aussi. Vous voyez comment Israël fonctionne. Voilà. Israël aussi ne fonctionne mais pas ils arrivent quand même mais justement, ils arrivent quand même à organiser oui, c'est ce que j'ai dit, mais ils ne fonctionnent pas comme un pays normal. Les élections dans des dates prévues, c'est ça le problème. Non. Madame, je crois que le report des élections de 2016, je crois que ça a été justifié abondamment et nous n'allons plus y revenir. Aujourd'hui, nous parlons des élections. On continue quand même de mettre des hypothèses parce qu'on n'est pas sûr. Mais ça, c'est le passé. Nous travaillons sur le présent. Élection le 23 décembre 2018. Mais ce passé-là nous permet de mettre de suppositions parce que le passé-là, vous nous avez habitués à ne pas respecter. C'est comme ça que nos amis de l'opposition réfléchissent. Vous avez entendu dernièrement certains déclarer haut et fort qu'il n'y aura pas élection le 23 décembre. Et pour eux, s'il n'y a pas élection le 23 décembre, comme alternative plausible dans leur tête, ils disent s'il n'y a pas élection le 23 décembre, ils vont faire tabula rasa. Il faut remettre tout à zéro. Mais c'est quand même un peu normal après 2 ans de glissement. Ni gouvernement de la République, ni CENI, ni. Ça ne sera que. Après 2 ans de glissement. Mais ça ne sera que. Nous serons dans quel pays? Est-ce que vous vous imaginez un peu ça? On va très rapidement. Nous sommes dans un pays où il n'y a aucune institution. Nous sommes dans quel pays? Le temps file très rapidement. Le fichier électoral publié, ça y est, c'est derrière nous. L'audit externe a été concluant selon la majorité. Ça y est, on a un fichier propre maintenant. Oui, nous avons un fichier inclusif, nous avons un fichier exhaustif, un fichier qui prend tous les aspects. Mais perfectible. Mais un fichier qui est perfectible puisqu'il s'agit d'une œuvre humaine. Mais madame, les conclusions de l'OIF avec toute la commission où siégeait et la majorité de l'opposition plus la société civile, je crois que nous avons suivi ça depuis hier. Et les commentaires depuis hier soir, même jusqu'à aujourd'hui, sont dans tous les sens. Radier le 16,6% des personnes qui n'ont pas d'empreinte. Oui, nous disons ceci. C'est une solution pour essayer encore de rendre plus perfectible, j'allais dire, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Nous devons travailler tous pour relever le défi politique. Et le défi politique, c'est lequel? C'est nous inscrire tous sur cette voie des élections. Si nous sommes les uns ailleurs également, nous n'allons pas aller aux élections. Le jeudi soir, dans cette réunion d'audit avec l'OIF, avec la majorité, 5 délégués, avec l'opposition, 5, mais ils sont allés même jusqu'à 6. Mais ils se sont entendus sur le rapport qui a été publié hier. Mais lorsqu'un petit groupe de gens, j'ai appris à peu près 4, qui se sont retrouvés à côté pour demander au général Sangaré de dire il nous faut ajouter une recommandation. Et cette recommandation, c'est quoi? Il faut qu'on enlève du fichier électoral les environ 6 millions d'électeurs qui ont été enrôlés. Simplement puisqu'ils n'ont pas, puisqu'ils n'ont pas d'empreinte digitale. C'est ce qui a été dit. Mais les gens comprennent que c'est une fuite en avant puisqu'on ne peut pas demander ça derrière le rideau. On doit dire ça ouvertement. Il y a eu une séance d'adoption de ce rapport le jeudi soir. Ils n'ont pas parlé. Ils ont attendu après poursuivre le représentant de l'OIF et lui demander d'élaguer les 6 millions. Ça, nous pensons que ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête dans ce sens qu'on ne peut pas enlever des électeurs comme ça, congolais, qui ont le droit d'élire leur président, leurs députés. Mais qui n'ont pas rempli toutes les conditions. Mais qui n'ont pas rempli les conditions d'empreinte digitale. Nous ne parlons que de l'empreinte digitale. Il y a combien de conditions? C'est à peu près 10 conditions. Ils remplissent 9 conditions
Et il y a une seule condition qui est l'empreinte digitale. Et vous allez demander à ces gens de les élaguer comme ça et de ne pas leur permettre de choisir. Donc, ce sont des faux fouillons de l'opposition qui n'est pas prêt. Je vais vous dire, madame, que élire, participer à l'élection, c'est un droit civique garanti par la Constitution. Et personne ne peut décider d'autorité pour dire, vous, madame Odia, ou moi, monsieur Dieudonné Moïse, je ne dois pas participer à l'élection puisqu'il y a telle défaillance, telle autre défaillance. Pourvu qu'il faut d'abord prouver cette défaillance. Puisque ces électeurs qui ont été enrôlés, identifiés, ils savent qu'ils ont été en ordre. Ils ne savent pas qu'ils ont manqué d'empreinte digitale. Et on peut débattre sur l'empreinte digitale. Pourquoi il n'y a pas eu d'empreinte digitale? C'est un débat que l'on peut faire. Quid alors sur le rôlement des Congolais de l'étranger? C'est encore possible ou on doit... Non, l'enrôlement des Congolais... Si on tient tout prêt à respecter la loi électorale, il faut qu'il y ait l'enrôlement des... Oui, madame, il faut rappeler que l'article 5 de la loi électorale, qui a été révisé en 2015, prévoit réellement l'enrôlement des Congolais de l'étranger pour l'élection présidentielle, simplement. Et ces Congolais de l'étranger ont le droit d'élire leur président. Cette proposition n'est pas venue de l'opposition, même si aujourd'hui ils prétendent défendre. C'est une proposition venue du gouvernement, un projet de loi d'ailleurs, venu du gouvernement, et celui qui était au ministère de l'Intérieur, M. Bouchard. Mais que devons-nous faire? Le temps file. Donc ça ne peut pas être une récupération politicienne. Doit-on les enrôler ou pas? Aujourd'hui, nous sommes devant une difficulté, et la CENI est allée expliquer ça au Parlement, à l'Assemblée nationale précisément, pour dire que compte tenu de ce qu'il y a comme contrainte aujourd'hui, puisque madame, il faut savoir que l'enrôlement doit commencer pour les Congolais de l'étranger, doit commencer le 1er juillet, et c'est terminé, je crois, à la fin du mois de septembre, le 30 septembre. Et vous avez 90 jours tel que prévoit la loi. Mais les 90 jours, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut ouvrir tous les bureaux à travers le monde. Il faut ouvrir tous les bureaux le 1er juillet, pour prétendre les fermer. En faisant son calendrier, la CENI avait tenu compte, elle avait tenu compte de tout ça. Le calendrier est de bonne foi, mais il y a des contraintes. Ça a été fait par des experts. La CENI, c'est l'expert dans la matière, donc il avait pris tous les paramètres en compte avant de nous soumettre ce calendrier. Le calendrier était accompagné des contraintes. Et nous sommes en train de réaliser ces contraintes petit à petit. Et aujourd'hui, nous sommes butés à une contrainte. Et la CENI l'a dit ouvertement, que s'il faut enrôler les Congolais de l'étranger, madame, il faut quand même avoir... Il faut savoir les réalités de notre pays, madame. Il faut savoir les réalités de notre... Non. Il faut savoir les réalités de notre pays. Vous connaissez comment nos ambassades sont disséminées à travers la République. Nous avons des ambassades des fois dans les appartements. Et vous pensez... Vous avez eu 20 ans pour arranger cette situation. Quand je dis vous, c'est la majorité. Ce sont nos réalités du pays. 20 ans que vous avez eu pour nous faire sortir de là. Madame, mais maintenant, vous brandissez ça comme des contraintes. Ce que nous avons fait là, ce n'est pas tout, mais c'est beaucoup. Et nous pensons qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent faire mieux que nous aujourd'hui. Nous vous le disons ouvertement. Il n'y a pas d'autres personnes, surtout pas dans l'opposition, qui peuvent faire mieux plus que nous. Et donc, nous sommes devant des réalités où nous avons des ambassades. Des fois, dans les appartements, il faut bloquer ces appartements avec toutes les entrées. Pendant 90 jours, nous avons la réalité pour le déploiement de tous les matériels à travers le pays ou à travers le continent, à travers le monde, pour que l'on ait des kits avec des opérateurs de saisie qu'il faut déployer partout ailleurs, où il faut les former sur place. Ce sont nos réalités, ça demande des moyens, ça a un coût, mais nous avons aussi la question de la nationalité. Nous avons aussi la question de la nationalité. Nous finançons nous-mêmes nos élections, c'est pas une question d'argent parce qu'on a l'argent. Nous avons la question aussi de la nationalité, je termine par là, madame. La question de nationalité, elle est aussi importante. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes d'accord sur l'entendement de l'article 10 de la Constitution, de dire que tout celui qui a une autre nationalité en dehors de la nationalité congolaise n'est plus congolais? Est-ce que nous avons le même entendement? Puisque l'élection présidentielle, s'il vous plaît, madame, je termine par une chose. L'élection présidentielle est une élection très sensible. Une élection qui peut même faire basculer le pays dans le chaos. Et lorsque vous faites élire un président avec des personnes qui ne sont pas juger ou prouver juridiquement qu'ils sont des Congolais, cette élection peut être contestée. Et lorsque l'élection est contestée, c'est-à-dire que vous devez reprendre à zéro. Donc vous voyez que nous ne pouvons pas avoir un président élu avec des contestations parce qu'il y a eu des personnes qui ont élu le président mais qui n'ont pas nécessairement la nationalité congolaise. Ça sera votre mot de la fin parce qu'on a pratiquement fini avec cette émission. Il y a deux sujets qu'on n'a pas réussi à aborder. C'était la candidature, le soutien d'Emmanuel Macron en rapport avec la candidature du Rwanda au secrétariat général de l'OIF, mais également ces plans B, c'est une initiative du Rwanda et de l'Angola avec la bénédiction de Macron. On en parlera prochainement.
Pas de problème, madame, nous sommes dans une disposés. prochaine émission. Madame, disposés. messieurs, je vous remercie d'avoir été de notre ce soir. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions et messages. Suivez-nous déjà dimanche 21h15 sur Congo Web TV et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Magazine UHC. Abonnez-vous, commentez, laissez-y vos commentaires et on sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci bien, madame, pour l'invitation.